J'étais une enfant intrépide, joyeuse, heureuse de vivre, un peu caractérielle de temps à autre, faut quand même le dire, parce que j'étais têtue et surtout j'avais un sens de la justice très affirmé. Et instinctivement, je savais quand on me mentait. Donc quand mes parents me racontaient des histoires et que c'était pour me restreindre sur quelque chose, ça marchait pas. Donc là, j'étais absolument infernale. Et alors, je tenais absolument pas en place. J'étais hyperactive, donc j'écoutais pas forcément et surtout, je disais toujours je sais, je sais. Et ma grand-mère ne supportait pas, donc elle me faisait écrire des lignes. Le texte étant je sais tout, mais je ne sais rien. Alors je trouvais ça profondément humiliant, énervant, sauf que à l'âge que j'ai maintenant, ça a tout son sens. Car je sais que je sais tout, mais que je ne sais rien. C'est un moteur pour continuer à chercher. Donc c'était une belle expérience, à retardement, que ces lignes infernales. Non, non, j'étais une enfant pleine de vie, un peu trop de vie d'ailleurs. La maîtresse d'ailleurs d'école, à la maternelle, avait dit si je n'en avais que des comme ça, je prendrais immédiatement ma retraite. Ce qui me valait d'ailleurs avec cette maîtresse, parce que je faisais de la déco, comme je suis rentrée à l'école en sachant lire, écrire et compter, je m'ennuyais ferme. Donc je faisais de la déco. Je redécorais la classe, donc je changeais les vases de place, la tortue, enfin la cage à oiseaux, et je parlais tout le temps. Donc ça énervait évidemment, surtout qu'on me disait tais-toi, et je continuais. Donc toutes les récréations, j'étais privée de récréation. Il y avait des grandes corbeilles à papier en osier, on me mettait dans la corbeille à papier, debout, les mains sur la tête, avec du scotch sur la bouche. Et donc, moi, j'attendais que ça se passe, puis une fois que c'était fini, on m'enlevait le scotch et je recommençais exactement comme avant. Donc, la retraite immédiate pour la maîtresse. Ça, c'est le début. J'ai un souvenir très ancien quand j'étais bébé qui est très curieux. Bébé, hein, et je sais à peu près quel âge j'avais, puisque mes parents ont déménagé de cet endroit, j'avais 10 mois. Et il paraît que c'est très rare de se souvenir de ces souvenirs d'enfance. Je vois de mon berceau 4 personnes alignées, habillées dans le lit, en l'occurrence mes parents et mes grands-parents. Et un jour, j'en ai parlé à maman, il y a quelques années, qui m'a dit « Mais oui, c'est arrivé, tu n'as pas rêvé ». On avait été au théâtre avec tes grands-parents, et il n'y avait plus de métro après. Donc les grands-parents habitaient à Boulogne et mes parents dans le 16e. Donc en attendant que le premier métro à 5 heures du matin se remette en marche, tout le monde s'était allongé sur le lit pour quelques heures, tout habillé. Et j'ai ce souvenir de bébé, de voir ces 4 personnes comme des sardines sur le lit, qui étaient mes parents et mes grands-parents. C'est quand même assez surprenant comme premier souvenir. Ah, Noël, c'était magnifique. Il y avait le sapin déjà, et puis il y avait le dîner de Noël, et il y avait des bonnes choses. Ça sentait bon, dans la cuisine, on cuisine bien. Il y avait les cadeaux, alors là, les cadeaux, j'adorais ça. J'étais persuadée que le Père Noël existait. Donc j'y croyais dur comme fer, puis j'essayais toujours de le choper, sauf que je m'endormais, donc c'était compliqué. Puis un jour, j'ai surpris le grand-père, et j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. C'était une très grande déception. Non, non, c'était Noël. Je voulais être bergère, avec les moutons. Je voulais être dans la montagne, toute seule avec les moutons. Je sais pas pourquoi. Puis après, j'ai voulu être fleuriste, parce que j'aimais bien les fleurs. Puis après, quand j'ai eu quelques années de plus, je voulais être architecte, donc j'ai faisais des maquettes de maisons. Je les dessinais déjà, je devais avoir 4-5 ans quand même. Et puis ensuite, je prenais des bouts de carton, des boîtes de chaussures, je collais tout ça, je faisais des tas d'aménagements. Et puis je faisais des maquettes de maisons. Voilà. Mon père travaillait, c'était un homme qui travaillait manuellement, il avait un métier très difficile. Il faisait du nettoyage industriel, donc il nettoyait des endroits assez pollués. Il a souvent été sur des nettoyages de bassins de centrales nucléaires, donc il a été irradié plusieurs fois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout, dans les années 60, les mêmes protections que maintenant. Et il a réussi à vivre, mais avec des séquelles de cela, d'intoxications diverses et variées, avec du cyanure aussi. Enfin bon, c'était très compliqué, ce pauvre homme. Et
toute l'équipe des gens qui travaillaient avec lui, il était chef d'équipe, ils sont tous morts prématurément. Papa a vécu avec des séquelles d'insuffisance respiratoire notamment, sans avoir fumé de sa vie, jusqu'à l'âge de pratiquement 90 ans, mais dans quel état à la fin? Et ça, c'était les séquelles de ces travaux-là. Et je le voyais se lever très tôt le matin, il prenait le premier métro. Il rentrait tard le soir, sale. Enfin bon, c'était vraiment très difficile. Je lui rends hommage parce que ça n'a pas été facile. Maman, elle était secrétaire, donc je l'ai vue taper à la machine. Elle travaillait, quand on était petite fille, elle travaillait à la maison. Puis après, elle a travaillé dans des bureaux, mais chez des indépendants, c'était pas les grands bureaux. Et puis elle a fini secrétaire médicale. Bon, maman était très coquette. C'était quelqu'un plein de vie, pas toujours facile, hein, parce qu'elle est assez autoritaire. Puis comme j'étais infernale, donc c'était compliqué. Mais enfin bon, c'était voilà, je sors donc d'un milieu modeste, mais où on manquait de rien. Voilà. Et où il y avait une éducation, où j'étais gâtée. Mais il y avait mes grands-parents. Alors, mes grands-parents habitent à l'étage du dessous, mais c'était des gens qui avaient une situation, comme on dit. Mon grand-père était quelqu'un qui était centralien, qui est sorti major de l'école centrale, et qui avait un train de vie, vu sa situation, qui était différente de la nôtre. Et moi, j'étais entre les deux. Donc, j'ai eu les deux milieux différents dans la même maison, on peut dire, parce que c'était ma vie quotidienne. Donc, d'un côté, c'était plutôt intellectuel, parce que mon grand-père exigeait que j'ai une éducation, et comme il avait repéré que j'étais une enfant qui boostait, eh bien, il fallait que je sois la meilleure partout. Et c'est vrai que j'étais bien partie pour, jusqu'à ce qu'il décède brutalement, j'avais 13 ans. Et après, je me suis appliquée de moyenne toute ma vie, et ça a été parfait. Voilà. J'ai très bien réussi. Ils m'ont enseigné l'éducation et le respect de l'autre. Ça transigeait pas là-dessus. Il fallait dire bonjour, il fallait dire au revoir, il fallait dire pardon, il fallait dire merci. Et ça rigolait pas là-dessus. Il fallait pas mentir, même s'il me racontait parfois des histoires pour me faire obéir. Et c'est ça que je supportais pas, parce que je comprenais pas qu'on exige certaines choses et que de temps en temps, pour m'amener dans le droit chemin, voilà. Donc c'était un peu compliqué. Il y avait des mots. Je crois que c'est les rigolades pendant les vacances, parce que papa était détendu, c'était pas le même évidemment, et on chantait dans la voiture et on se marrait comme des fous. C'était les meilleurs moments de l'année, parce que tout le monde était heureux, parce que c'était la joie, et on avait des fous rires, parce que on avait des amis qui étaient très drôles. Et on les voyait à chaque fois qu'on allait à un certain endroit. Ils habitaient le même quartier que nous. On se voyait très peu à Paris, mais on se retrouvait pendant les vacances. Et ces gens-là avaient un sens de l'humour absolument extraordinaire. Et la dame nous faisait des sorties absolument incroyables, avec une naïveté pas possible. Par exemple, je me souviens d'une soirée qu'il y avait eu dans cet hôtel. Et il y avait un type qui était toujours très réservé, le vieux garçon avec ses parents, toujours très coincé, pas un mot, timide. Et un jour... On ne sait pas ce qui lui prend. On avait décidé de faire un spectacle et on le voit débarquer en slip, panthère, avec une guitare sous le bras. Il se met sur la table et il joue férocement la guitare. Et je me souviens que c'est cette dame qui faisait partie de nos amis, elle le regarde et lui fait: «Ah, Bernard, c'est bien. Et d'habitude, pour vous entraîner, vous jouez de la guitare en chambre?» Et ça, elle dit ça avec un truc, avec le mec qui était en slip léopard. J'ai un souvenir, mais c'était hilarant. C'était vraiment très drôle. Et on a des tas de souvenirs comme ça, vous voyez. Ça n'a pas de sens, mais c'est des bons souvenirs. C'est des souvenirs de vacances. J'adorais la lecture. J'adorais les mots. J'ai appris à lire très vite. D'ailleurs, mon grand-père exigeait que je sache lire et écrire à mon entrée à l'école. Donc, je me souviens de mon premier livre qui faisait partie de la bibliothèque rose, puisqu'à l'époque, il y avait la bibliothèque rose pour les petits, et puis pour les grands, après, c'était la bibliothèque verte. Et je me souviens du premier livre sans images que j'ai lu. Il y avait quelques illustrations. Et c'était un livre, c'était l'histoire d'un cheval. Ça se passait en Suède, et c'était un cheval que des enfants avaient sauvé de l'abattoir.
Et c'était pendant la période de Noël, ça se passait à Göteborg, et ça s'appelait Eric et Coquette. Je m'en souviens très bien, Coquette étant le cheval, évidemment. Et, euh, et j'adorais la lecture, ça me plaisait beaucoup. Par contre, la récitation, c'était un cauchemar. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à parler en public. J'étais extrêmement timide, tout en étant délurée, j'étais timide. Donc me coller sur l'estrade pour me faire réciter Le Corbeau et le Renard, eh bien je le loupais, mais systématiquement, donc j'inventais. Parce que j'avais un tel stress que d'un seul coup, je me souvenais plus du texte. Donc Le Corbeau et le Renard n'étaient jamais de la même façon avec moi, vous voyez, c'était au choix. Puis de temps en temps, il pouvait y avoir des inversions de genre, vous voyez, c'était le renard qui était dans l'arbre. Parce que je savais plus, donc je racontais n'importe quoi. Voilà, ça m'est passé, là, ça va mieux. Je n'avais aucune résistance physique. Et on sait pourquoi maintenant, parce que je fais de l'hypertension à l'effort. On s'en est aperçu quand j'ai eu des problèmes de santé plus tard. Donc le sport était une calamité pour moi, car je ne résistais pas. Ça me tournait, je tombais dans les pommes. Ça m'est arrivé une fois en montant sur une corde à nœuds. Je suis tombée du haut, hein, boum. Et à 10 ans, j'ai été dispensée de sport, ce qui a fait que bah, quand vous faites pas de sport et que j'avais toujours un livre dans les mains, hein, ce qui m'a valu d'ailleurs d'avoir quelques entailles aux sourcils, parce que je lisais dans la rue avec le livre, donc je prenais les poteaux de sens interdit, enfin bon, bref. Et donc rester assise à bouquiner toute la journée, pas faire de sport, et ben j'ai commencé un peu boulotte quand même. Sauf que j'avais un bon appétit, il faut quand même le dire. Voilà. J'ai toujours, d'ailleurs, je suis toujours. J'ai une période plus. Mais bon, comme j'ai des problèmes de santé depuis, bon. Mais c'est pas grave, hein. Il paraît qu'il faut mieux faire avec pitié, donc. Voilà. Bah, je crois que c'est à l'école maternelle, parce que j'ai été très humiliée et ça m'a marqué. Ce qui se passait à la maison, je faisais des âneries comme tout le monde, mais bon, ça m'a pas marqué plus que ça. Non, non, c'était à l'école, donc je faisais ma déco, comme je l'ai dit. Et j'avais décidé, j'avais trouvé qu'un bouquet de tulipes était un peu fané et qu'il fallait changer l'eau et enlever les tulipes qui étaient mortes. Et donc c'était très en hauteur, donc je me suis dressée sur la pointe des pieds et le vase s'est renversé. Et j'ai pris toute l'eau pourrie sur la tête avec les tulipes. Et je crois que j'ai été profondément humiliée. En plus, je me suis fait gronder, évidemment, parce qu'on m'avait dit de ne pas y toucher. J'avais continué. Donc ça, c'était la grosse bêtise qui en plus, publiquement, m'a mis sans dessus-dessous. Je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà. Et ben, je faisais pas. Parce que ça rigolait pas à la maison. Et je n'ai jamais fait volontairement quelque chose. Les bêtises, je les ai fait involontairement. Mais j'avais un certain sens de l'obéissance. Sur les gros trucs, j'avais conscience de ce qu'il fallait pas le faire. Et donc, les bêtises, c'était inconscient, c'était pas voulu. J'ai jamais délibérément fait quelque chose qui dérogeait à l'autorité. Ça, c'est vrai. Bah, j'ai eu mon baccalauréat, évidemment. Alors, j'étais dans un lycée prestigieux qui était le lycée La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, qui avait les meilleurs résultats au bac. Ça rigolait pas, hein. Il y avait une discipline de fer, même pour un lycée public, par exemple, on était obligé de porter une blouse. On n'avait pas le droit de se... Alors, c'est les années 70, hein, fin des années 60, début 70. L'hiver, on n'avait pas le droit de porter du pantalon uniquement en hiver. Et avec 3 couleurs autorisées, hein, sombre, fallait pas rigoler. Et bon, après, ça s'est un petit peu amélioré parce qu'il y a eu l'explosion de la liberté, donc voilà. Mais au début, ça rigolait pas. Donc, je suis allée au lycée La Fontaine, j'ai eu mon baccalauréat. Alors, comme je me suis appliquée avec moyenne, bah, je me suis amusée à redoubler, alors que quand j'étais enfant, bah, je sautais plutôt les classes parce que j'étais en avance. Mais là, après, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai eu mon bac à 19 ans, avec une mention quand même. Mais je me suis pas cassée, je l'avais pas révisé, j'aurais pu faire mieux, hein. Enfin bon. Mais j'étais plutôt au bistrot du coin avec les copines, donc on peut pas tout faire, hein. Mais heureusement que j'ai de la mémoire, parce que j'ai révisé en 1 mois et demi. J'ai une mémoire éléphantesque. Et puis après, bah, que faire? Alors j'avais un petit ami qui était fils de notaire et qui était destiné à prendre la suite de son papa. Et du coup, bon, il était plus âgé que moi, il était allé à l'université de Nanterre, et je lui ai dit, bah, je ferais bien du droit. Il m'a dit, laisse tomber. Bon, puis je lui ai dit, je vais faire de l'économie, parce que ma meilleure amie de lycée avait décidé de faire de l'économie.
Et il m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu es nul en maths. Il avait parfaitement raison, mais rien que pour l'embêter, je me suis inscrite pour faire de l'économie. Mais à côté, comme je ne suis pas folle et que la littérature, c'était mon truc, je me suis inscrite aussi pour faire de la littérature moderne. Donc j'ai mené les deux de front, avec beaucoup de difficultés, parce qu'effectivement, j'ai réussi à arriver au niveau DUG en éco, mais ça s'est arrêté là. Mais j'ai remplacé par le droit, parce que j'avais de la suite dans les idées quand même. Et j'ai eu une licence de lettres, et j'ai eu une maîtrise de droit, et je payais mes études. Donc je travaillais, j'étais secrétaire d'avocat, j'ai vu que c'était un métier de fou, mais mes patronnes m'avaient dit, Elisabeth, tu as les capacités de faire la même chose que nous. Donc tu vas passer ton CAPA. Et comme je voulais pas le passer parce que je me voyais pas avocate, j'ai pas révisé. Sauf que voilà que j'ai eu mon CAPA et que j'ai eu mon diplôme. Et tous mes copains qui, eux, toute la journée étaient à la fac en train de gratter, eux, la plupart ont raté. Du coup, par fierté et ego, j'ai dit, moi, je m'inscris, je vais devenir avocate, puis dans un an, c'est fini. Bah, résultat, j'en ai fait pour 30 ans, quoi. Voilà, l'histoire. J'étais une spécialiste du droit de la famille et du droit du travail. C'était mes deux spécialités, mais j'étais ce qu'on appelait une généraliste. Donc j'ai fait beaucoup de droit immobilier, droit des loyers, j'ai fait un petit peu de pénal, j'ai fait une fois les assises, puis c'est tout. Mais j'étais pas du tout une pénaliste, j'étais une civiliste, et j'ai beaucoup aimé mon métier. C'était très dur, mais j'ai beaucoup aimé mon métier. C'était pas l'argent qui me motivait, parce que bon, j'ai jamais été une grande matérialiste. Il y a des gens qui ne payaient pas d'ailleurs, volontairement. Je me faisais désigner au titre de l'aide juridictionnelle. Et je peux dire qu'à part 2 ou 3 fois, je ne me suis jamais fait rembourser. Parce que j'estimais que mes bonnes actions ne devaient pas coûter à l'État ni aux contribuables, ce qui était un peu bizarre. Mais bon, j'avais des bons clients, des petites sociétés, donc je vivais correctement. Et je me disais que, ce que je ne gagnais pas d'un côté, je le retrouvais de l'autre. Puis voilà, quoi. Mais ça a été très difficile au départ, car j'avais des problèmes de timidité. Donc, l'expression orale, pour moi, était un véritable cauchemar les premières années. Je n'arrivais pas à m'exprimer correctement, j'étais pétrifiée. Donc, mes plaidoiries du départ étaient des plaidoiries de TGV. C'est-à-dire que je ne suis incapable de parler en regardant un papier, ou très peu. Donc, je n'apprenais pas par cœur, car je ne sais pas apprendre par cœur non plus, mais c'était le fil directeur. Donc, pour pas oublier, de pas me louper, je parlais à toute vitesse. Donc, mes premières plaidoiries allaient à une vitesse, et les juges me disaient, mais enfin, maître, vous n'êtes pas pressé, ralentissez, ralentissez. Et je ne pouvais pas m'en empêcher, sinon il y avait un blanc. Voilà. C'était vraiment... Je me suis surpassée. Ce métier m'a permis de me surpasser, car j'ai réussi à m'exprimer après. Mais j'étais pétrifiée, j'étais terrorisée. Même téléphoner à un client, mon patron, parce qu'on est collaborateurs pendant des années avant de s'installer, me disait, vous téléphonez à tel client. Oh, pendant 1 heure, je tournais autour du pot, parce que je doutais tellement de moi-même que je me suis dit, je vais lui raconter une ânerie, je sais pas ce que je vais lui demander. Enfin, c'était cauchemardesque. Et puis un matin, je sais pas ce qui s'est passé, c'était fluide. D'un seul coup, je savais. J'ai ralenti la vitesse de débit, et d'un seul coup, je racontais une histoire. Et en fait, quand je raconte mes histoires de maintenant, eh bien, je plaidais exactement de la même façon. J'ai commencé à parler comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Un matin, je me suis réveillée, je n'étais plus la même. Tant mieux, hein, parce que qu'est-ce que j'ai eu peur. Oh, qu'est-ce que j'ai souffert. Et je souffrais tellement. J'avais une consoeur qui buvait des coups avant les plaidoiries. Elle avait sa petite fiole de cognac et elle me disait, vous en voulez un peu? Je lui dis non, parce que si en plus je bois, ça va être l'enfer. Ah, elle buvait pas beaucoup, mais juste de quoi se donner du courage. Hein. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du blocage, d'un seul coup, je me suis débloquée. C'est inexplicable. Je crois que je m'en suis foutue. Parce qu'en fait, j'ai la méthode de je m'en fous, que j'ai très bien vu ce qui m'est arrivé il y a quelques années dans les changements de vie. Quand tout vous tombe sur la tête et que vous n'y arrivez plus, je vous en foutez. Et là, je me suis dit, la grâce de Dieu, si je suis mauvaise, je m'en fous. Et à partir du moment où je m'en suis foutue, c'est devenu fluide. Je me suis plus accrochée à l'image
De toute façon, bon, il fallait que je fasse comme je le sens. Bah, je l'ai fait comme je l'ai senti, c'est tout. Je crois que c'est ça, en fait. C'est ça. Je vois pas d'autre explication. C'était trop dur. J'avais peur, mais j'étais terrorisée. Et puis j'avais un travail de fou. C'est un métier où on travaille beaucoup, on est sans arrêt sollicité. Vous avez le téléphone, vous courez d'un endroit à un autre. Il faut que vous réfléchissiez sur les dossiers, vous avez les rendez-vous. Vous avez la responsabilité. Puis en plus, moi, c'est le travail bien fait. Je suis d'une honnêteté, mais crasse. Donc, j'étais mais pétrifiée. J'ai eu peur toute ma vie avec ça. Des peurs terribles. Puis à un moment, je me suis dit, je vais tomber par terre. Si je continue avec une telle tension, donc je crois que je m'en suis foutue. Donc je me suis pas foutue du reste, j'étais toujours aussi stressée. Mais au moins sur la plaidoirie, c'était ça de moins, quoi. Puis surtout, je me suis aperçue que quand vous attendez à une audience, vous entendez les autres confrères qui plaident avant vous. Il n'y avait pas que des ténors. Alors je me suis dit, bon, je suis dans la moyenne, ça se verra pas. Donc je m'en fous. Je suis plutôt extravertie, mais je suis quelqu'un qui peut être très introverti. C'est-à-dire que je peux être aussi bavarde que silencieuse. J'ai besoin de silence, il y a des moments, j'ai besoin de solitude. Ça a toujours été comme ça. Donc c'est tout l'un tout l'autre. C'est très très divisé chez moi, hein. Voilà. Mais je suis extravertie, c'est-à-dire que j'aime bien les autres, donc je suis chaleureuse. Puis par contre, même si je parle beaucoup, je suis capable j'apprends beaucoup des autres. C'est extrêmement important d'échanger avec les autres. On apprend énormément des autres. Il n'y a pas que dans les livres, hein. Il faut savoir écouter. C'est d'assumer ce qu'on est et de se dire, bah tant pis, on est comme ça, on peut avoir des défauts, et bah faut y aller, et puis pas se poser de questions. C'est comme ça que... Parce que si on essaye de se dire, il faut paraître ceci, il faut faire attention à ce qu'on dit, on n'est pas naturel. Et à la fin, bah, la confiance en soi, c'est s'accepter tel qu'on est, avec naturel, et puis voilà. C'est pas la peine d'en rajouter. Il y a des tas de gens qui sont coincés parce qu'ils ont peur du regard des autres. J'ai peur du regard des autres, évidemment, comme tout le monde, mais je le maîtrise, et puis au fil du temps, je crois que je m'en fous maintenant. On peut raconter ce qu'on veut sur moi, et il n'y a pas que des gentillesses. En règle générale, je suis très gâtée. Mais il y en a qui m'aiment pas, faut pas rêver. J'ai jamais plu à tout le monde, d'ailleurs. Mais je m'en fous. Tant pis pour eux. Parce que je suis quelqu'un de gentil, et autant j'aime bien les gens, et c'est tant pis pour eux, quoi, c'est tout. Même pas. Bah... Et en plus, je peux pas dire que je les aime pas. Je trouve que c'est dommage. C'est tout. Alors j'étais, d'une certaine manière, l'avocat des causes perdues. J'avais le chic pour qu'on me file des dossiers, mais qui étaient absolument ingérables, dont personne ne voulait. Et moi, je me disais, bon, bah, de toute façon, on n'a rien à perdre, on y va. Je prenais le client, je lui disais, c'est votre truc, vous avez beau penser que... Le problème dans la justice, c'est que vous avez le droit et l'équité. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez des règles de droit qui sont applicables à tous. Ce sont des principes de base. Il n'y a pas de cas d'espèce. Et si vous ratez une étape dans ce qu'a prévu la loi, même si votre cause est juste et que vous avez raison, eh bien vous perdrez votre procès. Et il y a façon d'arranger les choses. Alors, il y a des trucs, c'est incontournable, c'est pas possible. Donc là, je ne prends pas le dossier. Je dis, monsieur, je vais vous demander de l'argent, vous allez perdre de l'argent, ça servira à rien. Il y a des confrères qui ont moins de scrupules que moi, hein. Bon. Mais ça a été comme ça. Et puis, il y a des cas où vous avez une faille. Et là, vous pouvez y aller. Et des fois, eh bien, il m'est arrivé de gagner des procès qui n'avaient ni queue ni tête. Et je vais vous raconter l'histoire la plus incroyable qui me soit arrivée. Ça, c'était au tribunal d'Évry, au tribunal d'instance, tribunal de police très exactement. J'ai une cliente qui m'appelle en me disant, écoutez, j'ai un ami qui est ferrailleur, et ils ont un problème avec un de leurs employés. Et ce gars-là, c'est le roi du classement de boulons, il sait tout ce qu'il y a dans la ferraille, il est impeccable, sauf que il se fait sucrer son permis à tour de bras pour différentes raisons. Et là, c'est encore arrivé. Et voilà qu'il est convoqué devant le tribunal de police. Et là, il risque de perdre définitivement son permis de conduire. Bon. Alors, on me prend l'avant-veille pour le lendemain. J'ai pas le temps d'aller voir le dossier au tribunal d'Évry.
Et je me retrouve donc à regarder le dossier avant l'audience. Et là, consternation. Déjà, j'avais vu le mec qui disait pas un mot. Il y avait le patron du mec qui était là avec lui, qui d'ailleurs a réglé mes honoraires parce qu'il tenait vraiment à cet employé. Et le gars, je voyais que c'était un bœuf de première. Donc je lui dis, bon écoutez, on va... Il avait l'air abstrait, quoi. Pas un mot, les yeux ouverts, tétanisés, quoi, le pauvre garçon. Il n'avait pas l'habitude de se retrouver devant un tribunal. Et donc je vais voir le dossier, et là, première chose que je vois, le casier judiciaire, long comme le bras. 18 condamnations, en récidive permanente. Alors, c'était des fois des infractions au code de la route, parfois il avait bu un coup, alcoolémie, enfin, il avait fait, je sais pas, il avait même fait de la prison avec sursis. Et à chaque fois, il se faisait sucrer son permis, et la dernière fois, il s'était encore pris à retraite permis, il fallait qu'il repasse son permis, et tout le Bataclan. Bon, donc quand je vois ça, je me dis, ça c'est... Même pas en rêve, hein, je vais m'en prendre plein la tête. Donc je vais voir le gars, je lui dis, écoutez monsieur, 18 condamnations, c'est mission impossible. Et j'ai en plus, là, vous n'avez pas encore récupéré votre permis. Là, on est mort. Hein. Il me dit, mais maître, c'est la vie ou la mort. C'est que si je perds mon travail, je peux y aller qu'en voiture. Moi, la ferraille, hein. Puis ma femme, elle est infirmière. Si je travaille plus, elle va me virer. Oh. Il me dit, faut absolument que vous fassiez quelque chose. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me dit, quand même, c'est mon seul diplôme. Faudrait quand même que j'arrive à le récupérer, ce diplôme. Et là, j'ouvre des yeux ronds. Puis il me dit, bah oui, vous comprenez, parce qu'après, comment j'irai aux champignons si j'ai plus de voiture? Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Comment je vais défendre ce gars? Et en plus, il va falloir qu'il s'exprime devant le tribunal. Arrive notre tour, et là, le tribunal interroge le bonhomme, qui lui ressort exactement le même truc. Ses champignons, sa femme, son boulot, il l'a pas fait exprès, il est de bonne volonté, et surtout, c'est son seul diplôme. Je vois la tête des juges, le président et les assesseurs qui... C'est quoi ce truc-là? Il est complètement fou, ce pauvre garçon. Et c'était pas le tribunal de police, en fait, c'était le TGI, et ça devait être le tribunal correctionnel, mais qui statue en matière de police. Je sais plus ce que c'était, enfin bon, c'était loin, cette histoire. Et oui, parce qu'il y a des assesseurs, il y a un président et des assesseurs, donc c'est pas le tribunal de police, le tribunal d'instance. Et ils sont complètement éberlués. Mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous nous racontez? Vous avez déjà fait de la prison avec sursis, vous avez fait des travaux d'intérêt général, vous êtes en récidive permanente. Ah oui, mais madame, je ne l'ai pas fait exprès. J'avais pas attaché ma ceinture, mais j'avais pas bu. Hein. La fois où je me suis fait piquer quand j'avais bu, c'est parce que j'avais pris un verre au bistrot avec des copains. Mais c'est pas le tombé, parce que ils étaient là, les gendarmes. Alors évidemment, bon. Alors, et la dame lui dit, mais enfin quand même, la présidente lui dit, mais enfin monsieur, vous vous rendez pas compte, vous allez être complètement innocent. Bon. Et il s'enferre, et je vois la stupéfaction et les confrères qui ricanent dans mon dos en disant, bon courage Pepette, hein. Ils me l'ont pas dit, mais je l'ai entendu. Et donc, je prends la parole, j'ai écouté Madame le Président, vous voyez, ce garçon, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez dans son monde. Par contre, vous avez son patron qui est dans la salle, qui vous dira que c'est le meilleur ouvrier qui soit. Il est d'une rigueur, d'une honnêteté, de tout ce qu'il faut. Et il n'arrive jamais à récupérer son permis. C'est-à-dire qu'au moment où il va le récupérer, il continue à conduire, vous l'avez bien compris, parce qu'il ne peut pas s'en passer, parce qu'il va perdre sa femme, il va perdre son boulot, il ne peut plus aller aux champignons, et il ne comprend pas qu'on lui retire à chaque fois son seul diplôme. Vous l'avez entendu, il vous l'a dit. Donc il y a deux solutions. Ou vous lui mettez le maximum, ce que vous êtes parfaitement droit de faire, et ce que la loi vous impose de faire, à la limite, ou vous lui donnez une chance. Vous lui permettez de récupérer son permis de conduire. Et auquel cas, vous ne le reverrez plus, parce qu'il aura une fois pour toutes récupéré son permis de conduire. Vous voyez? Et sa vie sera de revue d'une normale, alors que ça fait des années que ça foire. La juge me regarde, elle se dit, je vois visiblement, cette avocate, elle va pas bien. J'entends les confrères dans la salle, ils font... Le tribunal se retire pour délibérer. Et j'ai été entendue.
il a été relaxé, très curieusement. Alors, je ne me souviens plus pour quel motif, parce que juridiquement, ça ne valait pas du tout, ça ne tenait pas la route. Ce qui est très intéressant, c'est que le parquet n'a pas fait appel. Le gars a donc récupéré par la suite son permis. On n'a jamais plus entendu parler de lui, mais la présidente lui a dit « Monsieur, vous revenez une seule fois devant nous, c'est de la prison ferme cette fois. Hein, on est bien d'accord. Parce qu'on vous a bien photographié, on sait qui vous êtes. » On n'a jamais plus entendu parler de lui, mais en sortant de là, le gars me dit « Ah bah si vous voulez, je vous raccompagne, maître. » Ah, je lui dis « Vous n'êtes pas venu en voiture ?» Bah, il me dit « Si. » J'ai dit « Vous le foutez de ma gueule ou quoi ?» J'ai dit « Oui, attendez, là. C'est pas possible. Il faut que vous repassiez votre permis, vous laissez votre voiture au parking, votre employeur va vous raccompagner, mais là, c'est pas possible. Vous vous faites piquer là, c'est cuit, hein. » Il me fait « Bon, bah si vous le dites. » Et il a laissé sa voiture au parking. Mais ça, c'est le cas le plus incroyable que j'ai jamais eu à plaider. Parce que ce gars n'était pas d'ici. Il arrivait d'une autre planète. Il n'avait pas les mêmes paramètres. Mais parfois, la justice peut être intelligente. Car elle a entendu, elle a bien vu le profil du bonhomme. Et effectivement, à ma connaissance, ce gars a récupéré son permis et n'a plus d'ennui par la suite. Ça lui a quand même servi de leçon. Il y a la loi et il y a l'équité. C'est pas la même chose. Alors, il y a des choses qui peuvent s'arranger, si j'ose dire, parce que vous avez un pouvoir souverain d'appréciation de la part des magistrats. Donc, quand la loi le permet, ils peuvent ratisser un petit peu plus large. Puis, il y a la jurisprudence également, qui permet d'interpréter la loi et de donner plusieurs cheminements. Et j'ai vu, par exemple, sur les chambres, certaines chambres de la Cour d'appel de Paris où je plaidais des affaires locatives, il y avait deux jurisprudences, mais qui étaient contraires. À peu de choses près. Donc, on pouvait s'en tirer, vous voyez ? Voilà, mais bon, c'est rarissime. Mais il faut pas rêver, la loi, c'est pas l'équité. Hein. Mais il y a façon d'arranger le truc. Et bon, il y a certaines matières où c'est plus facile que d'autres, ça c'est vrai. Et c'est vrai que, par exemple, en droit du travail, bon, vous êtes devant le Conseil de prud'homme, c'est comme le pénal finalement, c'est la même chose. La procédure, même si la procédure est écrite, elle est avant tout orale. Et vous pouvez y aller. Et avec le bon sens et l'exercice d'un petit peu de droit, eh bien, vous pouvez arriver à vos fins. Voilà, c'est tout. Mais si vous passez en appel après et qu'il y a une loi, il y a des textes très restrictifs, bah, parfois ça se gâte. Puis si on va jusqu'à la Cour de cassation, ce qui est plus rare parce que ça coûte très cher, hein, et puis les gens se lassent. Sauf les sociétés, parce que les sociétés, elles veulent pas parfois avoir une jurisprudence qui va les traîner pendant des années. Hein. Donc elles font une affaire de principe que d'aller devant la Cour de cassation pour faire casser un arrêt. Bon, donc là c'est tout à fait autre chose. Mais la justice, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est quelque chose de profondément injuste. Voilà. Et j'ai vu des gens qui n'auraient pas mérité d'être condamnés, mais au nom de la loi qui devait s'appliquer, ils l'ont été. Et c'est très triste, parce que parfois, dans certains domaines, ça peut bousiller beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est pas toujours facile. Les années 80, alors je travaille, oui, je suis secrétaire d'avocat, je fais la fête, beaucoup. Je fais des études. Ah non, non, mais je suis déjà avocat, attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai prêté serment en 81, début 81. Oui, alors là, bah, je fais toujours la fête d'ailleurs, je m'amuse beaucoup et je travaille beaucoup. Parce que je suis collaboratrice et ça rigole pas. On est payé avec un lance-pierre, on est profession libérale déjà, hein, donc on a des cotisations à payer avec ce qu'on nous donne de peu. On travaille comme des brutes, hein, c'est-à-dire que c'est 12 heures par jour. Souvent le samedi, pas trop le dimanche, et puis les vacances, c'est jamais le bon moment, on finit par les avoir. Parce que moi, quand j'arrive, la profession de... Enfin, disons, le statut de collaborateur avocat n'est pas réglementé encore, il n'y a pas de contrat de collaboration. Donc, on en prend plein la tête. Et encore, moi j'ai du pot, je suis payée. Parce qu'il y a des confrères très connus à cette époque-là qui considèrent que c'est un honneur que de venir bosser chez eux, et c'est gratos. Vous voyez, ça peut arriver partout. Puis bon, le statut va s'organiser. Alors quand vous êtes une femme aussi, bon, moi j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai des consoeurs qui se retrouvent enceintes, il n'y a aucun statut de protection. Je me souviens d'une copine qui avait été plaidée à Beauvais, elle était enceinte jusqu'aux dents, elle a commencé à avoir des contractions dans sa voiture, elle a eu un accouchement extrêmement difficile parce qu'elle avait une grosse affaire de pénal à plaider, elle a eu du mal à rentrer dans sa bagnole, avec les contractions et tout, bon, c'était quand même pas facile. Et nous, les femmes,
Et même maintenant, même ça s'est beaucoup arrangé, parce que j'ai vu que la population d'avocates féminines a considérablement augmenté depuis ma prestation de serment, mais on n'est pas égal devant les hommes. On n'est pas considéré de la même façon et on n'aura pas en revenus les mêmes revenus que les confrères. Hein. Puis j'ai remarqué aussi, sans être méchante, parce que j'ai travaillé avec des collaborateurs hommes, c'est que nous les femmes, on bosse vachement plus. Les mecs, eux, ils font un peu de représentation, quand même le dire. Ils se tapent le meilleur du gâteau parce que c'est les avocats d'affaires. Parce que bon, on est plus rassuré par un homme qu'une femme, alors que les femmes sont souvent bien meilleures parce qu'elles vont chercher la petite bête et qu'elles travaillent beaucoup plus. Excusez-moi, messieurs, mais je le dis, c'est vrai. Bon, l'égalité, c'est juste... comment vous dire? L'égalité, je trouve que ça crée parfois des inégalités. Vous voyez? Il y a des choses que vous ne pouvez pas remettre à niveau. Une femme, bon, elle n'aura jamais les mêmes salaires, quoi qu'on dise, sauf dans certains cas, mais c'est pas systématique et ça restera comme ça. Puis je suis désolée, même si les hommes aident beaucoup les femmes le soir, c'est quand même elles qu'on charge l'éducation des enfants, hein, qui se tapent souvent les travaux ménagers, donc c'est une double journée. Alors c'est moindre par rapport à une époque, mais ça existe quand même. Hein. Donc l'égalité, moi je veux bien. Puis de toute façon, au niveau salaire, il n'y aura jamais d'égalité véritable. Hein. Même dans les professions libérales, je le redis. Je l'ai vu. Alors j'ai certaines de mes consoeurs, effectivement, de mes anciennes consoeurs, qui gagnent très bien leur vie, mais bon. Et on travaille beaucoup plus que les hommes pour le même résultat. Hein. Donc l'égalité, bon, je vous parle de ce que je connais, hein, mais je ne pense pas qu'il y a d'égalité. Il y a des inégalités même qui se sont créées de par l'idée de vouloir créer l'égalité. De toute façon, les hommes et les femmes, nous sommes différents. Quoi qu'il arrive, nous sommes complémentaires. Donc, essayer de rechercher l'égalité, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas pour l'égalité, finalement. Je suis pour la spécificité bien organisée. Voilà. Je crois que les hommes et les femmes n'ont pas le même mode de fonctionnement, tout simplement. Un homme, vous lui soumettez un problème, vous soumettez le même problème à la femme, on ne va pas y avoir le même axe d'attaque. Hein. Ça sera différent. Un homme, il simplifie, il se casse pas la tête forcément, alors que la bonne femme, elle va chercher les solutions, elle va couper les cheveux en 10, elle va devenir chiante, évidemment. Parfois, pas systématiquement. Mais bon, un homme, il n'a pas envie de se prendre la tête la plupart du temps. Il va au plus simple. Nous, on va souvent au plus compliqué. Faut quand même le dire. Et on voit les trucs là où il n'y a pas... Enfin, pas tout le monde, hein. Je ne veux pas tirer de généralité, parce qu'il y a des questions de personnalité, mais souvent c'est comme ça. Puis parfois, les hommes vont vous faire une crise sur un truc qui n'a pas de sens pour nous. Vous voyez, c'est l'inverse. Sur un truc matériel à 2 balles, ils vont se faire une crise alors que nous, on ne voit vraiment pas où est le problème. Pourquoi ils se mettent dans cet état-là pour un machin comme ça? Donc, il y a des modes de fonctionnement globaux qui sont différents, et puis il y a les personnalités qui se greffent là-dessus. Voilà. Ah bah, j'ai commencé à m'éclater très jeune, moi, à connaître les belles boîtes de nuit de Paris, vers 15-16 ans. J'allais chez Régine, j'allais chez Castel, alors que je sortais d'un milieu modeste. Mais toutes mes copines du lycée La Fontaine, c'est des filles de riches. Donc, comme j'étais une bonne copine, bah, je sortais. Puis comme j'étais pas désagréable à regarder, bah, j'avais des soupirants qui me sortaient aussi. Donc je dansais férocement, et j'avais une santé de fer, parce que le lendemain, j'étais claire pour travailler. Soit pour faire mes études, soit pour travailler. J'avais cette capacité de faire tout en même temps, mais je me suis bien amusée. Je me suis beaucoup amusée. En plus, je me regardais vivre... j'ai des copains qui avaient des voitures anciennes, des genre Bentley et tout ça, genre de trucs. Et je me souviens d'avoir fait des sorties. On arrivait en Bentley chez Régine, le comble du chic, et qui serait certainement pas apprécié maintenant parce que les choses sont simplifiées. Mais je trouvais ça rigolo. Je trouvais ça... J'avais une distance par rapport à ça. Il y avait un côté aberrant et rigolo, vous voyez. Voilà, c'était marrant. Puis alors le soir, évidemment, quand on me raccompagnait dans ce genre d'engin, ma mère qui me surveillait, parce que j'avais le droit de sortir, une fois par semaine, il fallait que je rentre à l'heure. Quand elle me voyait arriver dans ce genre d'engin, j'en prenais plein la tête. Elle appréciait pas du tout, je me faisais engueuler, mais grave, hein, pendant 1 heure. Tu n'as pas honte
honte, tu vas te faire remarquer, c'est pas possible, tu perds ton temps. Mais non, je m'amusais, je me suis bien amusée, je regrette rien. Puis j'ai rencontré des tas de gens intéressants, parce que les gens de la nuit, ils boivent un petit peu, ils vous racontent des trucs. Puis j'ai des souvenirs aussi, Régine, parfois, invitait des gens, elle avait, à la fin de la nuit, pour de la bouffe. J'y suis allée une fois dans un truc comme ça. Je faisais des pâtes, enfin bon. Et on discutait, c'était assez marrant. Mais j'ai rencontré des tas de gens intéressants. Dans une boîte, qui était une boîte gay de la rue Sainte-Anne, au 7, il y avait Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent et toute sa bande. Ces gens-là, je les ai rencontrés, je les ai vus. À l'Élysée-Matignon, j'ai rencontré Gainsbourg. Et il m'a dit, t'as une bonne tête, la petite. Il était un peu éméché ce jour-là. Et il y avait Birkin avec son grand panier à l'époque qui se marrait tout le temps. C'était sympa. Non, non, il était sympa, Gainsbourg, mais bon, il buvait beaucoup, voilà. Mais il était sympa, c'était un gentil. Je le voyais souvent, je lui causais pas, évidemment, il m'intimidait, mais il était charmant, puis il était bien éduqué, cet homme-là. Il avait des manières, même quand il en avait un coup dans le nez, il n'était jamais vulgaire. Ça, c'était impressionnant. Je l'ai jamais vu. Il pouvait être comme ça, mais avec élégance, voilà. Mais je l'ai jamais vu à ce point-là. La superficialité, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se la pétaient. Oh, il y avait des abrutis colossaux. Et tatata, et tatata. Oh, épouvantable. Mais il y a tout, il y a tout. C'est quand même, vous savez, la société, elle est différente. Il y a des gens vachement agréables, puis il y a des gens complètement nuls. Hein. Bon, ils sont un peu peut-être plus, je dirais plus cons, quand ils ont de l'argent et qui croient qu'ils sont et qui sont pas. Par contre, j'avais pas que ça. Hein. C'est que j'avais des copines qui étaient comme moi. Elles n'avaient pas les moyens, comme moi je les avais pas non plus d'ailleurs. Et puis on se faisait des trucs de filles. On allait manger dans un petit resto, une petite pizza. On était contentes, on rigolait bien. C'était chouette quoi. On avait pas, puis c'était très bien surtout parce que sortir dans ces trucs-là tous les jours. Moi en plus comme j'étais coincée et complexée par mon physique, alors que j'avais pas de raison de l'être, et par mon milieu, parce que je me sentais pas à l'aise malgré tout. Je me suis jamais sentie à l'aise, faut quand même le dire. Donc, je préférais un peu de simplicité, hein, oui. Puis je faisais bien la bouffe, donc on faisait de la cuisine, quoi. Je me souviens que je faisais des réveillons en plein mois d'août. Pour ceux qui partaient pas, on se fêtait la Saint-Sylvestre. Alors les flics arrivaient évidemment, parce qu'on faisait un bazar pas possible. Mais il y avait tout, hein. Il y avait le sapin. Je faisais un sapin en carton que je peignais, je mettais des boules. Au lieu de faire une dinde chaude, elle était froide évidemment. Il y avait la bûche glacée. Et puis les pétards et tout à minuit. Et les flics qui arrivaient, parce que j'étais à Neuilly à l'époque. Avec mon petit ami, régulièrement, on se faisait engueuler, quoi. Puis alors un jour, pas de bol, parce que j'habitais dans les étages, puis en bas, il y avait un gars qui avait un jardin, et le lendemain d'un réveillon comme ça, je sors au radar, et il y a un gars qui m'interpelle et qui me fait « Elisabeth, tu m'as pourri mon jardin ». Je me dis, qui c'est qui me parle? Et je rencontre un ancien petit copain de ma sœur, qui était devenu mon voisin du rez-de-chaussée, ce que je savais absolument pas. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, t'habites là maintenant? Je dis oui, parce qu'il me dit, je t'ai vu par le balcon en train de faire du bruit. Je dis, c'est toi qui as appelé les flics? Il me dit non. Mais il me dit, je ferai pas ça. Et il me dit, tu m'as pourri mon jardin, regarde. Il y avait tout qui était tombé par la fenêtre, des bouts de bûches, des mégots, des trucs. Je lui dis, écoute, attends, bouge pas. Je reviens, on va tout nettoyer et tout. Et on est devenus les meilleurs copains du monde. Et après, évidemment, quand j'ai refait ce genre de réveillon, on a fait tous attention. On lui a pas pourri son jardin. Puis on a fait moins de bruit aussi. Il faut dire que quand les flics venaient, on lui disait c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais enfin, on rigolait bien. Je lisais tout. J'adorais les romans, j'adorais les livres d'histoire. Mais je lisais, je pouvais tout lire. J'ai lu des essais qui me plaisaient bien. Je n'étais pas très philosophique, mais de temps en temps, il y avait des choses que j'appréciais. J'aimais beaucoup les livres d'art, j'aimais beaucoup la peinture.
Mais l'histoire, je crois que c'est ce qui me plaisait le mieux, et les belles histoires, les romans. Il y a Je me souviens que j'en parlais lors d'un dîner là récemment. Lucien Bodard, des gens comme ça étaient des écrivains qui ont complètement été, ils sont perdus dans le temps, mais qui écrivaient des choses merveilleuses. Euh, le père d'Alexandre Jardin, donc Pascal Jardin, écrivait merveilleusement bien. J'ai beaucoup aimé Solzhenitsyn, l'archipel de Goulag. Tout ça, c'est passé de mode, on les entend plus, ces livres. Mais ils étaient merveilleux. Il y avait des bouquins formidables. Et ces auteurs, on n'en entend plus parler. C'est dommage, c'est des choses très intéressantes. La Chine de Lucien Bodard, qui avait d'ailleurs à la fin une tête de vieux chinois, c'était extraordinaire. Ce bouquin qu'il a écrit en prose, en prose poétique, qui s'appelle La Vallée des Roses, qui est l'histoire de la dernière impératrice de Chine, qui s'appelle Tsui. Et c'est exactement le même bouquin qu'une romancière américaine qui s'appelle Pearl Buck, qui a écrit sur la Chine. C'est une américaine. Et je lisais ça quand j'étais ado. Elle a écrit la même chose sur l'impératrice de Chine, mais avant lui. Mais lui l'avait écrit avec la prose poétique, La Vallée des Roses. Imaginez ce que ça peut être, ça veut tout dire. Et Tsui, la dernière impératrice de Chine, était redoutable. Et on nous parle des dernières concubines de la cour de Chine. J'ai toujours été passionnée par la Chine. Et Bodard, bon, ça c'est sur l'impératrice, mais sinon il raconte le reste. Il raconte la Chine avec sa beauté, sa cruauté, la merde. Il y a de tout. Ça peut être le plus merveilleux au pire. Et il a été carrément chinois, il avait complètement compris l'esprit de la Chine. Son père avait été consul. Et il a écrit Monsieur le consul, si j'ai bonne mémoire, et le fils du consul, c'était lui. Je crois que c'est ça, oui. Mais c'était extraordinaire. Il a écrit des bouquins formidables. Bon, c'est un auteur comme ça. Il y avait Henri Troyat aussi qui écrivait des romans merveilleux. Peut-être que celui-là, on s'en souvient encore. Mais c'est passé de mode aussi. Mais il y a eu des auteurs absolument magnifiques. Marguerite Yourcenar, que j'adorais. Marguerite Duras, que j'ai lu avec délice. Quelle belle écriture. Quelle belle écriture. Ça, c'est de l'écriture. Ça ne veut pas dire qu'il y a de très mauvaises écritures maintenant, pas du tout. Hein. Des auteurs magnifiques, là je suis en train de lire des livres. Parce que j'ai besoin de lire autre chose, moi je ne fais pas que ce que je fais. Hein. J'ai besoin de romans, j'ai besoin de m'intéresser à des tas de choses. Bon, et heureusement que j'ai ça, c'est ma soupape de sécurité. Mais non, mais la littérature c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il faut que les gens lisent. Ils lisent pas assez maintenant. Je vois qu'ils sont tous sur leur jeu, leur truc. C'est tellement beau les mots. Non, c'est important, puis on apprend des tas de choses. Il y a des émotions qui passent là-dedans. Il faut que les enfants apprennent à lire bien, soient intéressés. Les tablettes, c'est bien, mais à petite dose. Ça ruine l'esprit, à mon avis. Je suis très réfractaire. C'était ma fenêtre de sortie. Je pouvais rêver. Depuis toute petite, hein. Les contes de fées, oh, j'adorais La Belle au bois dormant. Les contes de Perrault, c'était magnifique. Et ça me faisait rêver, j'étais une princesse, tour à tour, je rêvais, j'étais une sirène, enfin bon, ça dépendait du moment. Puis après, quand un roman était bien écrit, que j'étais grande, et ben, c'était formidable. Je rêvais, j'étais l'héroïne. Je m'inventais des histoires. Je m'invente encore des histoires à mon âge, vous rendez-vous compte? Et il y a un bouquin qui s'appelle Mille femmes blanches, qui a été écrit par un Américain dont j'ai plus le nom en tête. Et ça raconte comment des femmes blanches, de petites conditions, ont traversé l'Atlantique et qui, pour des raisons politiques, ont été mariées avec des Amérindiens. Et c'est une histoire vraie. Et c'est un roman absolument magnifique et terrifiant. Et ça, ce roman, il m'a marqué considérablement parce que je suis amoureuse des Indiens d'Amérique. C'est une page d'histoire qui a été romancée, mais qui relate un événement réel et c'est écrit magnifiquement. Ça, c'est un des romans qui m'a marqué avec La Vallée des Roses, dont j'ai parlé tout à l'heure parce que j'avais adoré le sujet et l'écriture. Mais bon, il y en a des tas d'autres. Hein. J'ai des souvenirs. J'avais aimé... Garcia Marquez m'avait beaucoup plu aussi.
Euh, les écrivains cubains, j'ai plus les noms en tête, mais j'ai lu pas mal dans la littérature cubaine, j'ai adoré. J'aime beaucoup l'écriture des Japonais. J'ai beaucoup aimé Yasunari Kawabata. Pays de neige, magnifique, ce sont des tableaux. C'est la Chine des dernières geishas, le Japon des dernières geishas. C'est de la peinture, c'est plein de poésie, c'est magnifique Kawabata, je vous le conseille. Baudelaire. Je suis pas très poésie, mais alors Baudelaire, ça me fait vibrer. Ce sont des tableaux, Baudelaire, ce sont des émotions. Il a la connaissance des autres plans. Ça vient d'ailleurs, Baudelaire. Il sait, il connaît le sens de la métaphore, il a le sens du beau. Baudelaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. À un moment, je faisais réviser, parce que j'étais bonne en français, je faisais réviser des enfants leur bac. Et des enfants qui étaient un peu retardés, donc c'est compliqué. Et je leur lisais du Baudelaire. Ils ont tous eu leur bac. J'étais très fière cette année-là. Parce que Baudelaire, ça les faisait rêver. Baudelaire, c'est magnifique, ça se lit à haute voix, c'est superbe. Je peux regarder pendant des heures des tableaux. J'ai le premier cours de cœur artistique que j'ai eu, c'était Vermeer. J'avais 10 ans et mon oncle et ma tante m'avaient emmené à l'orangerie où il y avait une rétrospective de Vermeer. Et j'ai toujours aimé le clair-obscur et le contraste entre la lumière et l'ombre. Et Vermeer, c'est ça. Et j'ai eu mon premier coup de foudre artistique. Donc j'ai acheté toutes les cartes postales qu'il y avait sur Vermeer. Puis après, quand il y avait d'autres, on m'emmenait de temps en temps au Louvre ou ailleurs. Et j'achetais les cartes postales et j'avais une boîte à chaussures bourrée de cartes postales de peintres et je regardais mes cartes postales. Puis un jour, ma grand-mère, qui n'était pas très gentille, pour m'embêter, sans me le dire, a donné ma boîte à chaussures à une cousine éloignée et j'ai su qu'elle l'avait fait parce que la cousine m'a envoyé un petit mot pour me remercier. Et ça, j'ai trouvé que c'était d'une cruauté terrible. Voilà. Mais ma grand-mère a pu être très cruelle avec moi, ma grand-mère paternelle. C'est l'histoire de famille. Bon. Ma grand-mère avait déjà eu la bonne idée d'abandonner mon père, dont elle s'est souvenue 14 ans plus tard. Et c'était pas quelqu'un de gentil. Disons que voilà. Et puis moi, elle ne m'aimait pas trop parce que mon grand-père m'adorait. Ce grand-père... et on était fusionnels, lui et moi. Donc il y avait une forme de jalousie qu'elle m'a fait lourdement payer après son décès. Bah Robert, c'était ce grand-père. Hein, et il était difficile en ce sens qu'il était extrêmement rigide. Il fallait pas rigoler, mais en même temps, il y avait une tendresse incroyable. Et il voulait le meilleur pour moi. Bon, c'était quelqu'un qui sortait d'un milieu d'enfants de la balle. Je ne sais pas si vous avez vu le film concernant Piaf, l'enfance de Piaf, avec les enfants des rues. Et ben c'était ça. Il s'est retrouvé à 9 ans chef de famille, à élever ses 2 frères et sœurs pendant que les parents étaient partis faire la Java chacun de leur côté. Hein. C'est des gens, des saltimbanques plus ou moins. Et il était brillant. Et les voisins ont aidé. Lui, il faisait des courses de vélo pour les gagner, où il déchargeait les halles la nuit pour gagner 2 sous pour nourrir. Puis il était très doué à l'école. Donc c'est professeur de lycée. Il a eu son bac à 15 ans. Ensuite, il a fait maths sup, je sais pas quoi, je sais pas quelle était la prépa. Puis il a fait école centrale. Mais ce sont ses professeurs et instituteurs qui ont réglé les études qu'il a remboursées après, quand il a eu une belle situation. Mais il ne fallait pas être un amateur, comme il disait. Et il trouvait que j'étais un sacré amateur, parce que je ne loupais pas une occasion de ne rien foutre dès que je pouvais. Donc, il parlait latin couramment. Moi, j'ai fait 9 ans de latin. Et lui n'avait pas besoin de regarder le dictionnaire, il parlait latin couramment. Et ça rigolait pas. Et donc, je pense qu'il avait comme ambition pour moi que je devienne énarque un jour ou autre chose. Dieu merci, ça a été terrible parce que je pense que s'il avait vécu, c'est ce que j'aurais été. Exactement tout ce que je n'aime pas maintenant. Donc je crois qu'il s'est retiré. Je pense qu'il n'est pas mort par hasard à cette époque-là pour me laisser la liberté. Et c'est marrant parce qu'un jour, j'étais l'avocate d'une petite PME
Et mon ami, qui était donc le chef d'entreprise, me dit: «Écoute, Elisabeth, si tu veux, on dîne ensemble, après. Là, je finis avec mes employés parce qu'on doit débriefer certains trucs et va voir, il y a ma belle-mère qui est, l'appartement de fonction qui est juste au-dessus, elle t'attend». Parce que je savais pas que c'était une voyante. J'en avais jamais vu de ma vie et elle me regarde et je vois une femme qui a l'âge que j'ai maintenant, c'est-à-dire plus de 60 ans, mais qui était gracile comme une danseuse. Elle avait une façon de se mouvoir qui est extraordinaire. Une légèreté, on aurait dit qu'elle touchait à peine le sol. Elle s'assoit, elle me dit: «Vous êtes Elisabeth et vous êtes la petite fille». Et je lui dis: «Quoi?» Je me dis, alors je savais pas du tout. C'est une voyante, moi. Elle me dit: «Votre grand-père, Robert, est derrière vous». Et là, je suis comme ça. Et elle me dit: «Vous savez, il n'avait pas le choix. Il s'excuse d'être parti si tôt, mais il n'avait pas le choix. Mais il surveille ce que vous faites et il vous aide». Et c'était vrai. Parce qu'il y a plus d'une fois, j'ai eu l'impression de l'entendre. Fugacement, vous voyez, à certaines occasions difficiles. Et il n'aimait pas qu'on se laisse aller. Donc, quand j'ai eu des moments de vie parfois extrêmement compliqués, parce que la vie a été parfois rose, mais très difficile aussi, eh bien, je me souvenais de ce qu'il me disait: «Allez, bouge-toi, avance». Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les baffes dans la figure que j'ai pu prendre, et j'en ai pris des sévères, et j'en prendrai encore, avance. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est quand il est mort, j'ai été accablée. Il y a une partie de moi qui est morte ce jour-là avec lui. Et 2 ans plus tard, ma sœur dragouille plus ou moins, elle était plus jeune que moi, un voisin, elle le regardait à la jumelle. Et sur le balcon, il y avait un autre gars. Et ce gars-là, ma sœur me dit: «Un jour, faut aller les voir». Moi, je dis: «Attends, t'as vu l'âge qu'on a?» Moi, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça, ma sœur 14. Je dis: «On va pas faire ça». Moi, j'étais assez plan-plan quand même. J'étais pas une effrénée d'aller voir ce qui se passait. Enfin bon, donc je finis par rencontrer le... Alors elle en avait pour le jeune homme en question, qui ressemblait à Julien Clerc, d'ailleurs, il était magnifique. Puis l'autre, c'était autre chose, et on se regardait. On a mis 1 an à sortir ensemble, c'était un type très brillant. Il était né le même jour que mon grand-père, et il s'appelait Robert. Lui m'a pris en main exactement de la même façon. Il a achevé le travail du premier. Et j'étais tir au flanc. Et il m'a dit: «Si tu n'as pas ton bac, je te quitte». J'ai eu mon bac, mais 1 an plus tard, il m'a quitté. C'était terrifiant, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais il a continué le travail du premier, avec la même exigence, et il avait la même voix. Et c'est très drôle, parce que la première fois qu'il est venu chez moi, maman est arrivée, et elle a été frappée parce qu'il avait la même voix que mon grand-père, le même timbre de voix. Et elle a eu un choc, évidemment. Mais cet homme a beaucoup compté sur moi. Pour moi, il était aussi brillant que le premier Robert. Il a fait une carrière fulgurante. On s'est perdu de vue depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu depuis plus de 40 ans. Mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps ce qu'il était devenu. Je savais que ça serait quelqu'un de formidable, qui ferait beaucoup de choses. Et il a effectivement eu une carrière magnifique, tout en gardant son originalité, car j'ai vu qui donnait aussi dans la fantaisie, parce que je l'ai vu, quoique grand professeur dans les grandes écoles et auteur de différents livres c'est du droit et de la science, de la médecine, enfin, il a été surtout, mais avec une rigueur totale, ça rigolait pas. Et j'ai vu qu'il jouait, on le voit sur des photos sur le net, en train de jouer au théâtre. Et maquillé, en plus, il s'est déguisé en fille, ce qui est quand même trop drôle, mais il a vraiment fait du spectacle. Et ça m'étonne pas de lui. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ce garçon à cette époque-là et du premier coup. J'ai eu une chance inouïe. Ces deux-là m'ont appris à ne pas être médiocre. Mais en même temps, m'ont mis la barre très haut, ce qui m'a permis d'avoir un grand doute dans la tête, et que j'ai toujours d'ailleurs. Parce que je ne me suis pas sentie forcément à la hauteur de leurs ambitions, à mon sujet. Ouais, j'aurais pu aller très bas. Je suis capable du pire comme du meilleur, c'est écrit sur mes carnets de notes d'ailleurs.
J'avais le chic pour passer de la première place à la dernière, mais avec un délice complet. C'était au moment où j'allais me faire virer du lycée que je faisais un léger effort. Mais sinon, je pouvais être très très mauvaise, hein, mais vraiment mauvaise. Qu'est-ce que j'aime regarder les œuvres de Camille Claudel. Et je me suis beaucoup intéressée à Rodin, évidemment. Mais le musée Rodin est magnifique, je conseille aux gens d'y aller. Mais les petites œuvres de Camille Claudel, c'est touchant, c'est beau. C'est pas très grand, hein. Rodin a fait dans le grand. Mais elle a fait dans le minuscule et très difficile à travailler, ce qu'elle a travaillé. Mais on sent chez cette femme qui a été déchirée, qui a été rejetée, parce que son frère ne lui a pas fait de cadeau, Paul Claudel. Ils n'ont pas compris l'artiste. Rodin a été immonde. Mais elle a exprimé toute... C'est la plus grande artiste sculptrice qui, à mon sens, soit. Camille Claudel, c'est... toute son âme, elle est dans son œuvre. C'est magnifique. Claudel, Camille Claudel. Ouais. J'aime beaucoup Gauguin, mais j'ai découvert Van Gogh. Et Van Gogh, je l'ai découvert très jeune. Je vais avoir 9 ans. Mon grand-père, donc centralien, il y avait une croisière sur la Seine tous les ans qui était organisée ou dans un autre endroit. Et là, mon grand-père m'avait emmené avec ma petite sœur sur ce bateau. Donc c'était très drôle puisque il y avait la Seine, les écluses, les trucs. Puis on arrive à Auvers-sur-Oise et on va visiter l'endroit. Et c'est absolument ahurissant parce que je vais voir mes premières toiles de Van Gogh. Et je vais voir ces ciels tourmentés. Je vais complètement être impressionnée par la couleur. C'est absolument extraordinaire. Et je suis complètement touchée par ce peintre, alors que je suis très jeune. Ça devait être la même année que Vermeer, finalement. Ça devait être l'année de mes 10 ans en plus. J'ai eu ces 2 peintres, en fait. C'est pas 9 ans, c'est 10 ans. Et ça m'a complètement impressionnée. Et ce qui est très amusant, c'est que ma petite nièce va, petite fille, à Auvers-sur-Oise avec l'école et va tomber amoureuse de Van Gogh exactement de la même façon. Et elle va nous raconter comme un livre l'histoire du médecin qui avait recueilli Van Gogh. C'était absolument extraordinaire. La même passion, elle a été touchée par les mêmes choses. Les taureaux comme moi, alors parce que peut-être que ça illumine l'âme des taureaux, j'en sais rien du tout. Mais elle va nous en faire tout ce qu'elle a entendu dire sur Van Gogh, tout ce qu'elle a vu, elle va nous le raconter. Et je vais retrouver dans ma nièce exactement la même émotion que moi j'ai eue, petite fille un peu plus âgée qu'elle. Mais Van Gogh, je regarde toujours ses toiles avec un grand plaisir. C'est un peintre qui a vécu une vie extraordinairement riche, mais terriblement pauvre, cruelle. Dutronc, dans le film qui a été tourné sur lui, a été absolument magnifique. Vraiment, il a retrouvé l'âme de ce peintre, de ce personnage extrêmement complexe, avec ses côtés rugueux, extrêmement hypersensibles. En fait, je pense que pour être artiste peintre, il faut avoir une douleur insupportable en soi, pour être artiste, tout simplement. Et quand vous avez des doses d'émotions et de souffrances incroyables, eh bien, vous devenez le meilleur. Mais de votre vivant, comme vous êtes insupportable et que les autres ne vous comprennent pas, vous avez la postérité à retardement, en fait. En gros, c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé à Van Gogh. Mais Van Gogh est un personnage comme un artiste qui m'a vraiment touchée. Et c'est pas du tout un hasard, c'est dans le monde entier. Il a même été, bon, des fois on voit des Van Gogh, des ciels de Van Gogh avec des soucoupes volantes, des machins. Il a inspiré tout le monde. Il y a quelques tableaux comme ça, la Joconde en fait partie, la jeune fille à la perle aussi, Vermeer. Ce sont des peintres qui ont marqué
à travers le temps les populations. Alors on les met à toutes les sauces, mais peu importe. Ça conservera leur image dans le temps. Parce qu'il y a des peintres qui on peut avoir une mode. Vous voyez, Dali est extrêmement à la mode dans les années 70-80. Puis d'un seul coup, c'est redescendu. Alors que Dali est un peintre, un personnage extraordinaire. Mais il y a eu une mode. Van Gogh, ça se démodera jamais, jamais. Il y a quelque chose de plus. Parce qu'il y a l'âme, à travers sa peinture torturée, on ressent quelque chose d'autre. Ça ne peut pas... C'est une peinture qui n'a pas la technicité de celle d'un Dali, qui était un peintre classique quelque part. Hein. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a l'âme de l'artiste. C'est ce qui fait son intemporalité, ce qui fait qu'on ne l'oubliera pas et que dans un siècle, il sera toujours à la mode, comme on dit. Voilà. Ah bah c'est Mozart. En classique, c'est Mozart. C'est la musique des sphères, c'est la perfection. J'avais pas une grande culture de musique classique, faut quand même le dire, bien que du côté de la famille de maman, tout le monde était musicien. Moi, on m'a essayé désespérément de m'apprendre le solfège, puis ça s'est arrêté là. Mais je chantais bien, par contre. Ma mère chantait, était soprano léger. Moi, j'ai chanté aussi. Le jeudi matin, on allait chanter à la maison de l'ORTF et on enregistrait et je faisais partie d'un chœur. Et j'ai chanté une fois en soliste à Pleyel et quand le rideau s'est ouvert, je dois dire que j'ai eu un grand coup. Parce que vous savez, c'est le noir. Vous voyez rien, c'est là. C'était quelque chose. Mais le chant, c'est fondamentalement important parce que ça vous met droit dans vos bottes. Ça vous relie entre le ciel et la terre. Et la musique, c'est ça. Et la musique de Mozart, c'est absolument extraordinaire. C'est léger. Et même du Mozart, j'avais pas une grande connaissance forcément des choses. Eh bien, j'ai toujours reconnu un air de Mozart, même inconnu. Parce qu'il y a une vibration. Parce qu'il y a un son. Il y a une mélodie, il y a une harmonie tout à fait spécifique à Mozart. J'aime beaucoup Vivaldi aussi. Les 4 saisons de Vivaldi, c'est un classique, certes. J'aime beaucoup la musique baroque. Lully me plaît beaucoup. J'aime la musique classique, ça me fait du bien. Et en vieillissant, j'écoute plus de musique classique qu'autrefois. Et ça me détend, m'apaise. Ça me fait vraiment du bien. Mais la musique, je peux pas m'en passer. J'ai toujours écouté de la musique. J'ai du mal avec ce qui est disharmonieux. Alors le rap, je peux pas. Ça me fait du mal. Les musiques expérimentales des années 70, ça me faisait pas du bien non plus. Il faut que ce soit harmonieux, il faut qu'il y ait une harmonie. Il y a toujours eu des musiciens autour de moi. J'ai eu le privilège d'avoir pour ami pendant très longtemps un compositeur qui s'appelait Carolin Petit, que j'ai connu sur les bancs de la fac quand j'étais en droit. Lui était d'une famille de musiciens. Son père était le directeur du conservatoire de musique de Paris. C'était un grand prix de Rome de piano. Sa mère était une violoniste classique. Et Carolin était un pianiste classique. Et puis ensuite, il est tombé dans plus de modernité. Il a commis quelques comédies musicales. Il a fait quelque chose. Il a fait les arrangements de grands artistes, Véronique Sanson notamment. Véronique Sanson qui est ma préférée. Véronique Sanson, j'ai découvert son disque, je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Je suis tombée clouée. Parce que ce qu'elle disait et ses harmonies, c'était moi. Ces mots, c'est exactement ce que je pourrais exprimer. Je la connais pas plus que ça, hein, mais elle me touche. Le premier concert que j'ai vu à l'Olympia, c'était Véronique Sanson, son premier Olympia. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et jusqu'ici, le personnage, la femme, la musicienne, c'est une grande musicienne, une grande parolière, et bien elle me touche toujours autant. Je ne suis pas une fan en soi, c'est-à-dire que je ne vais pas demander des autographes, je ne vais pas courir derrière, mais je suis fidèle. Et c'est la seule artiste de variété, et j'en ai apprécié d'autres, attention. Hein. Il y en a beaucoup qui ont tout mon respect et mon amour, parce que j'aime les écouter. Mais Véronique Sanson, c'est tout à fait à part. C'est une femme qui touche l'âme, qui a les mots, qui exprime ses souffrances, ses joies, ses fantaisies. Et qui est une bonne vivante.
une petite bonne femme, mais bonne vivante. Et je dois dire que, à vie, j'ai été très touchée parce qu'il est arrivé récemment parce qu'il avait des problèmes de santé. J'étais très triste. Mais je sais elle se remontera parce qu'elle a du caractère, elle sait faire. Ça, c'est mon artiste, Véronique Sanson. Jimi Hendrix, j'ai bien aimé, mais sans plus. Ça faisait du bruit quand même. Hein. Voilà. Puis j'étais une Beatles plus qu'une Rolling Stone aussi. Hein. Ah oui, parce que mon premier petit ami était un fan des Beatles et c'était le portrait de John Lennon en plus. Donc avec ses petites lunettes, c'était le même, hein, c'était à s'y méprendre d'ailleurs. Et donc j'ai une grande culture Beatlesienne, même avant de le connaître d'ailleurs. Et je suis toujours très fidèle. Et je parlais il y a quelques jours d'un concert de Matt McCartney que j'avais vu à Bercy. Il y avait encore sa femme, bon ça remonte à un moment, Linda. Hein. Et j'avoue que je suis très Beatles, quoi. Mais j'aime bien ce qu'au font les Rolling Stones aussi, mais c'est pas la même c'est pas la même chose. Je suis très fan de Pink Floyd aussi, ça j'aime bien. Hier, on écoutait des classiques, j'aimais beaucoup les Doors, donc on a écouté les Doors. J'ai écouté un groupe qui s'appelait America, que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup cette musique des années 70, et musique américaine, j'aime beaucoup. C'est ce que je disais, j'espère un jour que avec des copains, on louera une bagnole et je me ferai la route 66 en plein milieu du désert de l'Arizona. Ça me plairait bien, ça. D'aller faire un tour, puis d'aller saluer quelques Indiens dans leur réserve, vous voyez. Bah, c'est assez étrange quand même, hein, c'est quand même très atypique, mais avec la musique derrière. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça correspond. C'est totalement atypique, hein, les Pink Floyd. Il n'y en a pas 36, il y a qu'une seule musique des Pink Floyd. C'est complètement à part. Donc ce film est complètement à part, donc correspond bien à l'esprit. Hein. Puis il y avait aussi The Who. Quand les Pink Floyd ont commencé leur truc, il y avait The Who. Tommy, je l'ai vu. Je suis allée au concert. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était... Et alors ça, c'est complètement perdu de vue aussi. C'était un opéra absolument extraordinaire. Ça, c'était de la musique. Il n'y a plus des grands groupes, je trouve, comme ça. Je suis peut-être un peu ringarde, hein, en se disant la nostalgie du passé. Mais des gens de cette qualité-là, des Beatles, des Rolling Stones, des Who, des Pink Floyd, Simon and Garfunkel. C'est extraordinaire aussi. C'est les mamas et les papas, ça c'est un peu plus en avant, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est des musiques que j'écoute régulièrement, ça me fait du bien. Voilà. Et je trouve que les gens devraient les écouter parce que ça rend gai. Je ne peux pas vous expliquer. Il y a une profondeur et il y avait quelque chose de planant. Il y a une vibration, il y a un son. J'ai beaucoup aimé Lelouch, les films de Lelouch. Peut-être parce qu'il y a eu toujours ce premier petit ami. Son père était le notaire de Claude Lelouch. Donc j'ai eu le privilège très jeune d'avoir accès au Club 13. Club 13, c'était le club de Lelouch à l'époque. Et on pouvait regarder pendant tout le week-end tous les films qu'on voulait qui étaient projetés. Donc il y en avait une pléthore. Donc je passais, alors c'était très agréable, c'était une salle privée évidemment. Et il y avait des fauteuils confortables et on pouvait regarder des tas de films. Alors, de temps en temps, il y avait les films de Lelouch. Et Lelouch, j'aime sa sensibilité, sa façon de filmer. C'est un type très sympa, en plus. Il est chaleureux, il est agréable. Je suis une Lelouchienne convaincue. Et puis, j'ai beaucoup aimé les films de Bertolucci. Parce qu'il y avait une lumière, il y avait un paysage, il y avait des histoires. J'aime beaucoup le cinéma italien, mais Bertolucci m'a profondément marqué. Ça, c'est un cinéma que j'aime bien. Et puis sinon, j'adore les films d'Audiard. Alors là, Audiard, les dialogues, c'est du bonheur. Donc quand je regarde un Audiard, je me régale parce que c'est absolument extraordinaire. Il est unique, celui-là aussi. Il n'y en aura jamais deux. Hein. Puis j'aime beaucoup Tavernier, j'aime bien Blier. Je trouve qu'il y a beaucoup de très jolis films dans le cinéma français. Il y a les comédies françaises sont absolument extraordinaires. C'est d'une finesse parfois. C'est complètement atypique. Le cinéma français est un grand cinéma. Et je trouve que les Français
qui vont souvent sur le cinéma américain, ont tort. Ils ne voient pas toute la poésie, toute la finesse, toute la sensibilité du cinéma français, que je défendrai toujours autant que faire se peut, car c'est un grand cinéma. J'aime beaucoup le cinéma espagnol. Ça, faut pas rêver, Almodovar, tout ça, j'adore. Et j'ai découvert le cinéma coréen aussi. C'est complètement différent, mais il y a une telle poésie, c'est tellement bien filmé, il y a tellement de beaux paysages. Le cinéma japonais aussi est très intéressant. Il y a de très belles choses. Mais chaque cinéma, mais le cinéma, je suis française. Voilà. On a de grands cinéastes, des gens qui savent tourner, on a de très grands acteurs. J'ai une passion pour Gérard Depardieu, je l'ai toujours eu. Je trouve que c'est un acteur extraordinaire. On ne voit plus Adjani, ce qui est dommage, parce qu'elle nous a commis des films absolument fantastiques. Quelle actrice! En fait, c'est le pendant de Depardieu en féminin, dans la sensibilité et le réalisme d'un personnage. Elle peut vous faire rire aux éclats ou pleurer comme un veau. Et ces deux-là, ils ont le même talent l'un et l'autre. C'est le pendant. Et quand on peut les retrouver dans un même film, ce qui est déjà arrivé, c'est l'extase. Il y a la langue qui est chantante, ça c'est vrai, la langue française, et elle ne chante plus maintenant, les gens ne savent plus chanter en parlant. Vous avez vu comment la langue française a évolué? Comment les gens parlent neutre maintenant? C'est très curieux, cette transformation de la langue. On l'a déformée, on l'a simplifiée, on l'a parfois écornée, on l'a rendue moche. C'est dommage, parce que cette langue, c'est une musique. Comme l'italien d'ailleurs, il y a une racine latine. De toute façon, toutes les langues latines sont extrêmement vivantes. Mais je pense qu'effectivement, vous avez raison sur le cinéma avec la langue, ça a beaucoup aidé, mais il y a surtout la culture. Il y a une tradition d'écriture, il y a une tradition du mot. Molière, vous savez, c'est Molière, mais Molière, c'est absolument magnifique. Puis il y a tous les autres. Je cite celui-là parce que c'est le plus connu, mais rien que les mots moi j'étais au lycée La Fontaine, donc les fables de La Fontaine, c'est une pertinence. Vous les récitez, il y a un rythme. Et en plus, il y a des images, c'est un film. Ça vous décrit la comédie humaine. Et ça, c'est très spécifique aux Français, c'est de regarder les personnages tels qu'ils sont. Les mettre dans leur rôle, c'est très très étonnant. Et dans tout le cinéma français, les personnages sont bien définis, leurs profils sont bien définis. Alors il y a tout un ensemble. Et puis on a des gens qui savent filmer, on a des gens d'image. Nous sommes un pays extraordinaire sur le beau, sur l'artistique. Et le cinéma, il y a toujours de jolis plans. C'est rare qu'il y ait des films ratés. Vous avez des auteurs qui sont méconnus. Et c'est dommage, parce qu'ils font des films absolument formidables. Nous avons une chance inouïe, c'est que nous vivons dans un pays de création, nous sommes dans un pays d'art, nous sommes dans un pays de musique, nous sommes dans un pays de mots, nous sommes dans un pays d'images. Nous ne savons pas la richesse de notre pays, on n'en a pas conscience, il faut le regarder de près. Vous avez du beau à tous les coins de rue, et les gens ne savent plus regarder. Regardez, écoutez, il y a tout. Là, je suis à côté d'Avignon, là, pendant ce tournage. Il y a ce festival d'Avignon qui a lieu tous les ans. Je vais venir habiter dans cette région, d'ailleurs. Mais il y a des choses extraordinaires. Quand Avignon est en effervescence, il y en a à tous les coins de rue. C'est des gens qui sont absolument pas connus, qui vont venir là pendant quelques jours, qui vont exprimer leur art. Mais c'est que du bonheur. Il faut s'asseoir, regarder et écouter. Posez-vous, les enfants. Regardez, vous avez de tout. Ne vous saoulez pas avec vos tablettes, vos portables, vos machins, ou tout ce que vous voulez. Regardez. C'est une fenêtre vers la rêverie, vers le tout. Ça vous amène à tout. Soyez curieux. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. La curiosité éveille l'esprit, il faut savoir. Absolument. Il y a de tout ici, il y a de tout. À tous les niveaux, il y a des choses à regarder, de belles choses à regarder, à entendre. Même, mais des trucs tout simples. Regardez, je fais de la cuisine tout à l'heure. Hein. Vous allez dans une cuisine, vous regardez la façon dont les gens font la cuisine, chez eux. Ils font leurs petits trucs, c'est vachement joli la cuisine. C'est une œuvre d'art la cuisine. Je suis passionnée par la photo d'art culinaire.
s'il y a des metteurs en scène, parce que j'ai vu mon ancien compagnon, mari, qui était un photographe de nature morte, donc je l'ai vu photographier des trucs. Je l'ai vu faire de la photo à la bougie. Vous imaginez. Et c'est absolument magnifique comme ambiance. Eh bien, l'art culinaire, c'est du grand art. Il y a des photographes d'art culinaire. Ce sont des toiles, ce sont des merveilles. Alors, quand en plus, vous êtes vraiment dans la cuisine et vous mangez derrière, c'est encore mieux. Il y a de l'art partout. L'art japonais, la cuisine japonaise, c'est pas seulement ce que vous allez vous mettre dans la bouche, les saveurs. C'est tout un art. Parce que doit y avoir également le visuel. Là, c'est vraiment de l'art poussé à l'extrême. Les Japonais, ils savent faire là-dessus.